Fait que, merci de prendre le temps de discuter avec nous. Si t'avais, je vais aller avec une question générale pour commencer. Si tu avais à présenter ton film, comment est-ce que tu le résumerais en quelques phrases? Ce serait quoi le pitch? Le Paradis, c'est une histoire d'amour entre deux ados, deux garçons, dans un centre de détention pour mineurs délinquants. Ah, c'est parfait, j'adore, c'est clair, concis. Et c'était quoi tes inspirations pour ce film-là? En gros, mes inspirations principales, ça a été Jean Genet. Donc, c'est un auteur français qui a écrit dans les années 40-50 sur l'amour entre hommes en prison. Quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il il était très politisé, il était très anti-autoritariste et surtout très avant-gardiste par rapport à la question de la représentation de l'homosexualité du coup dans sa littérature. C'est vraiment une représentation flamboyante, complètement dégagée de la question de la honte, alors que c'était une époque où l'homosexualité était complètement illégale et tout ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a écrit sur sur la résistance et sur la beauté, sur la poésie, et tout en étant aussi très érotique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Après, moi, ma décision de placer cette histoire d'amour-là, à l'image un peu de Jean Genet, mais de la placer dans un centre de détention pour mineurs, c'est venu parce que j'ai été sensibilisé à ces lieux assez jeune, parce que mon cousin est passé beaucoup par ces endroits quand j'étais ado. Voilà, je pense que j'ai développé un regard critique à ce moment-là sur le fait que il y avait un rapport très global qui l'a poussé à la délinquance et que c'était loin d'être un criminel. Et que surtout, après, tout le regard de l'opinion publique, de ma famille, a commencé à être très méprisant par rapport à tous les autres jeunes, même du centre, etc. Alors qu'en soi, c'est la question de la responsabilité pour des personnes mineures. Pour moi, elle était vraiment à questionner, elle est toujours à questionner. Et surtout, c'est des lieux qu'on ne voit jamais. Moi, c'est vraiment des lieux dont on entend souvent parler. Il y a même des gens qui me disaient, mais ah bon, ça existe, des endroits où on enferme des enfants. Enfin bon. Et du coup, j'avais vraiment envie d'ouvrir une fenêtre, en fait, sur cette chose, sur cette réalité. Et j'avais vraiment envie de le faire de manière authentique le plus possible, même si je voulais vraiment faire une histoire d'amour et que ça reste un film de genre, dans le sens où c'est avec un code romantique, mais je voulais qu'il soit implanté dans une forme de réalité qui soit pas binaire ou qui soit pas complètement tiré par les cheveux, enfin que je voulais vraiment je voulais enquêter quoi, et donc j'aime bien ça, et donc j'ai passé beaucoup de temps là-bas. J'ai eu l'autorisation du ministère de la jeunesse de passer du temps là-bas. Il y a une IPPJ, on dit, donc c'est les prisons pour mineurs qui a accepté de m'accueillir, et voilà, c'était très clair ce que je faisais là-bas. Je venais pour m'inspirer, pour écrire, etc., mais du coup je passais toutes mes journées là-bas à parler aux jeunes, à parler aux éducateurs aussi, beaucoup, et à essayer de dresser un portrait le moins manichéen possible de ces lieux. Est-ce que dans tes visites, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris? Est-ce que c'était ça à quoi tu t'attendais? Ce qui était très surprenant, c'était qu'en fait, c'est des jeunes qui sont loin de tout, loin de leur famille. Et ça, je le raconte aussi beaucoup dans le film, qu'il y a quelque chose où ils sont très seuls. Et donc, il y a quelque chose où ils se constituent comme une famille très vite. Ou en tout cas, il y a des liens avec les éducateurs, avec les éducatrices, entre eux, qui est très familial. Et donc, qui est très loin des clichés un peu virilistes ou très violents des mecs qu'on connaît de par les films ou je sais pas. Et qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris et que dont j'avais vraiment envie de rendre compte. Et donc, c'est un film qui parle de cette tendresse, en fait, entre eux, et qui devient aussi une forme de front résistant face à l'institution. Oui. Et est-ce que donc, je comprends que tu t'es inspiré de ce que tu as vu et tout ça, mais est-ce que tu as quand même eu des craintes en créant le film, en bâtissant ça, peur de finalement pas bien rendre justice à ces personnes-là? Bien sûr. Enfin, la question de la légitimité, quand tu parles de personnes aussi vulnérables, elle est très difficile à porter, mais moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est pouvoir donner la voix à des gens qui n'en ont absolument pas. Et je me suis fait aider par les acteurs, parce qu'en fait, j'ai amené les acteurs dans ces lieux au moment des répétitions, donc pour qu'ils passent des journées entières avec les jeunes, pour qu'ils comprennent, et pour les investir, si tu veux, d'une responsabilité de parler d'eux de manière juste, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une grande humilité, puis surtout, on a tourné dans une IPPJ qui était en activité. Donc on devait vraiment composer avec les jeunes qui étaient sur place et en même temps pas être là comme des colons
à bouger leurs espaces, à bouger leurs habitudes pour le tournage, parce que c'est énorme un plateau de tournage. On était entre 30 et 40 personnes par jour, avec des camions, des éclairages, voilà, et surtout on demande le silence parfois, enfin bon, souvent, tout le temps d'ailleurs, mais parfois il fallait composer. Et donc en fait ça a été une rencontre quoi, où tous les jours ils venaient sur le plateau par groupe de 2 ou 3 avec leurs éducateurs pour voir un peu comment ça se passait. On a fait des petits workshops avec les acteurs, moi j'allais les voir, enfin je leur parlais tous les jours, etc. Quand ils venaient sur le plateau. Et c'est ça qui a rendu les choses possibles, c'est qu'on le faisait avec et pas à côté. Oui. Je sais pas comment dire. Ah, totalement. Puis est-ce que, en fait, en regardant le générique, j'ai vu que dans les remerciements, il y avait les noms des personnes, c'était les noms des personnages, en fait. Est-ce que ça a été comme une inspiration? Tout à Est-ce que fait. vous êtes basé? D'accord, c'est ça. Bah, je me suis beaucoup inspiré. En fait, toutes les histoires parallèles, donc il y a l'histoire avec Joe Williams, c'est un peu l'histoire centrale. Et toutes les autres histoires, les autres jeunes, j'avais vraiment envie qu'ils soient investis de lignes narratives qui soient intéressantes, pour qu'ils aient aussi, que ce ne soit pas juste des personnages secondaires. Un peu, voilà. J'avais vraiment envie que chaque personnage porte un enjeu de l'histoire et de l'IPPJ, en fait, porte un enjeu lié à ce lieu, un enjeu politique. Et donc, chaque personnage est effectivement inspiré d'un des personnages que j'ai vu. Après, oui, il y a Thiago, tout ça, Fad, mais c'est pas le Thiago ou le Fad du truc, mais c'est des personnes qui m'ont un moment. Mais c'est une bonne remarque, c'est-à-dire que c'est un moment des personnes qui m'ont aidé à passer de la réalité au texte en ayant un moteur fertile, je sais pas comment dire. Oui, oui. Non, mais je comprends tout à fait. Puis est-ce que, est-ce que vous avez eu des échos pas nécessairement de ces personnes-là précisément, Fad, Thiago et compagnie, mais est-ce que vous avez pu montrer ce film-là à des jeunes détenus? Bah oui, en fait, ce qui est chouette avec ce film, c'est que c'est à la fois un film qui raconte une histoire d'amour, qui est une histoire d'amour queer, mais qu'on a essayé de rendre très universel, parce qu'on a essayé de vraiment parler de deux personnes qui tombent amoureuses et de ne pas parler de la question spécifique de l'homosexualité, même si elle arrive à la fin et qu'il faut que ça reste politique et que toutes les histoires queer sont politiques, qu'on le veuille ou non, en fait. Mais on a essayé de permettre l'identification pour le spectateur, voilà, que ça puisse être fluide. De ce type de film-là, un public quand même assez large en Europe a commencé à plébisciter, il y a aussi une forme d'intérêt de beaucoup d'institutions en fait, autour du film. Donc il y a par exemple trois écoles qui ont créé une projection pour tous leurs étudiants. Une école de futurs éducatrices qui vont travailler plus tard en IPPJ, du coup qui ont vu le film parce que le film soulève beaucoup les questions, voilà, de comment on prend en charge en fait des jeunes comme ça, avec un peu les problématiques pour les éducateurs. Donc ça c'était très intéressant. Il y a le directeur d'une IPPJ fermée à Bruxelles qui a fait une projection dans son truc pour les jeunes, parce que ça leur permet en fait de soulever les questions d'homosexualité, les questions de sexisme et aussi voilà, créer de la discussion autour de ce qu'ils vivent. Et donc ça c'est important, parce qu'en fait l'homosexualité ne peut pas en fait rester un sujet tabou dans ces lieux, dans le sens où parfois les faits commis par ces jeunes sont liés à l'homophobie. Et donc en fait, si on est dans une démarche que ces jeunes, il faut les aider parce qu'ils ont commis par exemple des faits, je pense à des faits d'homophobie, mais des faits de violence, des faits de viol, etc. Si on les garde dans une case de criminels qui doivent être punis, alors on n'avancera jamais. Tandis que si par exemple là, ils ont utilisé le film pour dire, en fait, l'homosexualité, en fait, et donc les aider en fait dans leur parcours de réparation, dans leur parcours d'éveil par rapport aux faits qu'ils ont commis. Donc ça c'est super, le film a été utilisé pour ça. Et il a été aussi utilisé dans des écoles, des écoles assez mainstream, pour parler de la question de l'homosexualité, l'homophobie, et d'essayer de faire avancer là, du coup, les jeunes là-dessus. J'aimerais ça que tu développes un peu sur tout cet aspect justement de virilité et d'homophobie dans ces centres-là de détention. Est-ce que c'est palpable ou est-ce que vraiment ça se passe de manière latente? C'est l'homophobie et le genre d'hyper-masculinité dans ces centres-là? Encore une fois, moi, j'ai pas vu des mecs hyper masculins, dans le sens où ils ont 15, 16, 17 ans, donc déjà, bon, ils sont assez jeunes. Mais aussi, il y a quelque chose où je pense que la masculinité toxique, dans l'imaginaire collectif que ces jeunes peuvent avoir, elle est souvent liée à quelque chose de défensif,
dans les milieux dans lesquels ils doivent être, qui sont des milieux très durs. Là, ils arrivent dans un endroit où on leur dit « tout ça, tu peux le laisser au vestiaire et on va travailler ». Comme des enfants, en fait, ils se reprennent au jeu d'être qui ils sont et donc d'être des êtres beaucoup plus vulnérables, en fait. En fait, et en plus, j'ai l'impression que la virilité toxique, elle est très vite cassée par les éducateurs, les éducatrices. C'est ce qu'on montre dans le film aussi, donc ils n'ont pas vraiment la possibilité de jouer les coqs. Une autre représentation de la masculinité est de dire on peut être garçon et être tendre, on peut être garçon et être empathique et être solidaire et être famille, et faire famille en fait, tous ensemble. La question de l'homosexualité dans ses cendres, alors là, si on parle vraiment d'un point de vue sociologique, oui, elle existe et non, les éducateurs ne peuvent pas la laisser advenir parce qu'en fait, ça créerait trop de disruption dans un groupe, on peut très bien comprendre pourquoi, tu vois. Oui. Après, ça existe et oui, ils m'en ont parlé et c'est dans des réseaux, voilà, et c'est en fait un peu à l'image, et moi c'est ça pour ça aussi que j'ai choisi cette arène, parce qu'en fait, si on pense au monde dans lequel on vit, bien sûr qu'il y a des énormes avancées, et moi je me suis inspiré de ces jeunes-là, mais il y a aussi une forme d'impossibilité pour ces jeunes à vivre ça au grand jour aujourd'hui. Ouais. C'est clair, je veux dire, quel lycée aujourd'hui est vraiment super ouvert par rapport à ça? On va pas se mentir, en fait c'est compliqué, les jeunes ils doivent se cacher. Mais si vous voulez, ils ont des outils beaucoup plus importants et beaucoup plus efficaces pour le faire que ma génération, que les personnes de ma génération, dans le sens où ils ont, je pense qu'ils ont une facilité à s'exprimer, à être out auprès des personnes safe, mais qu'il y a quand même encore de l'homophobie dans les lycées, dans l'espace public, voilà, dans les universités, mais que la manière dont ils la vivent, c'est dans les réseaux invisibles. Et en fait, c'est ce que le film raconte, c'est qu'en fait, moi, ce que je voulais, c'est que ce soit des personnages qui n'aient pas d'inhibition à l'intérieur d'eux, en fait, par rapport à la question de l'homosexualité. Je voulais pas raconter le récit du dépassement de la honte, qui est souvent un récit qui est cantonné au film queer et qui est toujours le même, qui est celui-là, qui est en fait comment une personne va arriver à dépasser ça. Moi, j'ai l'impression que la jeune génération, elle nous dit, on l'a dépassé, maintenant les obstacles, ils sont en dehors de nous. Nos obstacles, ils sont systémiques, nos obstacles, ils sont structurels, les obstacles, ils structurent la société dans laquelle on vit, et nous, on est des flammes flamboyantes, et on est beaucoup plus libre que ce monde dans lequel on vit. Et donc, comment on fait pour vivre dedans? Et ça, c'est les personnages de mon film. C'est des personnages qui sont libres à l'intérieur et qui vont essayer de faire péter les portes et de vivre l'amour qu'ils ont envie de vivre, quoi. Le personnage, si je ne me trompe pas, de Joe, le protagoniste, si je ne me trompe pas, on parle pas de son origine, il est français, j'imagine, mais ça arrive, à un moment donné, il chante dans une chante arabe. Arabe, c'est ça, je n'étais pas sûr, je voulais pas... mais est-ce que, donc, on dit jamais dans le film il est de quelle origine ou quoi, mais ça a l'air relié... Il dit « je suis arabe ». Ah, il dit à un moment, ok, donc, pardon. Dans le rap. Dans le rap, c'est vrai. Est-ce que pour vous c'est important? Oui, pour toi, c'est important de faire... Il n'est pas français. Hein, non, mais dans le sens, je veux pas, on ne sait pas, mais... En fait, oui, c'était important. Alors, moi, je suis à moitié tunisien. Je suis belgo-tunisien et en fait, c'est quelque chose qui était important pour moi d'implanter en fait dans le récit, dans le sens où j'ai vu très peu au cinéma des histoires qui mettaient en scène des personnages principaux queer, arabes, qui étaient sujets de leur histoire et qui n'étaient pas objets de victimisation, objets de fétichisation, et qui pouvaient en fait avoir un moteur personnel par rapport à leur désir qui soit beau, flamboyant et qui puisse aller vers cette personne. Et qu'en fait la question de son arabité n'est pas un obstacle dans ce trajet. Et c'est comme ça que les choses elles avancent, j'ai l'impression, c'est quand quelqu'un qui est dans cette salle peut regarder et dire « Ah, ça c'est moi ». La manière d'incarner un peu cette arabité, je l'ai fait par la musique, surtout. Et donc de demander à un compositeur que j'adore et qui fait surtout de la musique, avant de faire de la musique de film, même s'il en fait beaucoup, c'est Bachar Mar Khalife qui vit en France mais qui est libanais, qui mélange un peu beaucoup de genres dans ce qu'il fait, mais surtout garde en fait une identité orientale, une identité arabe dans la manière dont il travaille. Et ça, je voulais qu'il soit la voix de mon personnage principal dans le film. Juste une dernière question que j'avais oublié de demander plus au début. Le film s'appelle Le Paradis. Je me dis, est-ce que tu voudrais peut-être développer sur... Tu sais, on parle d'un centre de détention. Je suis sûr que tu as joué avec cette dualité-là. Peut-être que tu voulais développer là-dessus pour finir. C'est ça. Voilà, bon. Le paradis, en fait, le paradis, ça fait référence à
ce territoire invisible que Joe et William, les héros, créent pour pouvoir vivre leur amour dans un lieu hostile, en gros. Et qu'en fait, à l'image un peu de la société, chaque personne queer doit à un moment créer son territoire choisi, son territoire à la fois personnel, donc sa famille choisie, et à la fois vraiment concrètement, genre comment il va pouvoir être queer dans cette société. C'est un territoire qui est créé à main nue, et que là, le paradis, ça fait vraiment référence à cet espace invisible qui est un peu le mur à travers lequel ils communiquent, mais aussi tous les interstices. Là, il y a l'institution avec les espaces très publics, très éclairés, qui sont le couloir, la salle où ils travaillent, la salle où ils mangent, machin, la salle où ils ont le téléphone, etc. Et puis tous les interstices dans lesquels en fait cette histoire va pouvoir s'implanter. L'arrière des cuisines, derrière les murs, entre les murs, voilà, les toilettes, enfin voilà. Et en fait, c'est tous les espaces que les queers connaissent très bien. En fait, c'est des espaces de marge en fait dans lesquels on nous met. Donc le paradis, c'est un peu cette espèce de marge utopique qui doit être créée par chaque personne queer pour être libre. Ah, mais c'est super, super bien dit, super poétique, j'adore ça. Merci beaucoup, Zeno. T'es d'accord un peu ou pas? Oui, oui, je suis totalement. Ouais, mais moi, en plus, c'est quand tu parlais de tout l'aspect, tu sais, ces milieux sont propres. Je sais pas quel mot exactement tu as utilisé, mais il y a cet aspect aseptisé qu'en effet, on peut relier un peu à. Techniquement, c'est supposé être le paradis. Tu sais, quand c'est propre, c'est supposé être beau. Mais là, c'est propre, mais c'est très utilitaire. Tu sais, c'est pas, justement, c'est pas là qu'on a envie de se développer une relation avec quelqu'un. Donc, il y a cette dualité-là, en effet, que je trouvais très intéressante.